Allez, on attaque. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cette 11e webinaire des mercredis du coffeur. Avec le bureau du coffeur, donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Divy Cornec de Brest, qui va nous parler des stratégies d'épargne cortisonnée ou cortisonique dans les maladies inflammatoires vasculaires, dans les vascularites. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à Divy tout au long de la présentation. Donc, dans le menu de Zoom, vous avez une petite fonction en bas, questions et réponses. Donc, il suffit de cliquer dessus. Vous posez votre question et puis je la répercuterai à l'oral à Divy à la fin de sa présentation. Et puis également, n'oubliez pas, avant de déconnecter, de répondre au petit sondage. C'est important pour nous de savoir comment vous avez aimé cette présentation, quelle est la qualité de votre connexion et surtout à combien vous avez suivi cette présentation. Elles seront certainement reconduites à la rentrée et je vous rappelle, c'est très très important pour nous de savoir précisément combien de personnes suivent ces mercredis du coffeur. Et donc, on vous demande de vous inscrire personnellement, nominativement. C'est un élément qui est important. Écoute, Divy, je te propose de commencer. Je te laisse partager ton écran et puis attaquer pour ce topo sur l'épargne cortisonnée dans les vascularites. Merci beaucoup Laurent et puis merci beaucoup à tout le monde de vous être connecté. C'est déjà les vacances, on est mercredi midi, mais il y a quand même du monde qui vient participer à ces webinars. C'est une belle initiative du bureau du COFER. Donc effectivement, on va parler aujourd'hui du traitement des vascularites systémiques et plus spécifiquement des possibilités d'épargne cortisonique qui ont été testées récemment et comment est-ce que petit à petit on espère aller vers un monde sans trop de corticoïdes dans le traitement de ces maladies. Alors je vais me mettre en pleine page. Donc effectivement, je m'appelle Divy Cornec, je suis rhumatologue au CHU à Brest et je m'intéresse particulièrement au traitement et à la recherche sur ces vascularites systémiques dont on va parler aujourd'hui. On va d'abord parler un peu de généralité sur ces maladies, de généralité sur les effets secondaires des corticoïdes et ensuite on verra sur les initiatives récentes qui ont été entreprises pour essayer d'en donner moins et voire même de s'en passer complètement dans certains cas de figure. Donc les diapos traditionnels, juste comme rappel très généraux sur les vascularites systémiques. Vous savez que c'est un ensemble assez hétérogène de maladies plus ou moins rares, mais qui ont comme caractéristique commune de donner une inflammation du mur des vaisseaux sanguins, qu'ils soient artériels ou veineux, et qu'on classe selon la taille des vaisseaux principalement atteints, en artérite des gros vaisseaux, artérite des moyens vaisseaux et vascularite touchant les petits vaisseaux. Donc les principales pathologies sont listées ici, mais on va principalement parler d'expériences qui ont été menées dans le traitement des vascularites associées aux ANCA, qui sont des vascularites des petits vaisseaux, et d'autres expériences dans l'artérite à cellules géantes, donc qu'on appelle maladie de Horton en France. Il existe un spectre une sorte de continuum dans la présentation clinique de ces différentes maladies. Donc, par exemple, pour les vascularites associées aux ANCA, on sait qu'il existe deux types d'atteintes principaux. La granulomatose, avec par exemple l'atteinte ORL de la granulomatose avec polyangéite, qui parfois peut être très sévère avec une atteinte des fosses nasales, des orbites ou des nodules pulmonaires. Et à l'autre extrémité de ce spectre, la vascularite des petits vaisseaux à proprement parler, donc ce qu'on appelle la polyangéite, qui se caractérise par une atteinte des artérioles, des capillaires et des vénules, et qui entraîne de la nécrose des tissus, et qui peut toucher potentiellement tous les organes. Les traitements des vascularites associées aux ANCA ont permis un bouleversement complet dans l'épidémiologie de la maladie. On sait que non traitée, la mortalité de ces pathologies est d'au moins 80% à 1 an. C'est les premières séries de maladies de Wegener qui ont été publiées dans les années 50. Actuellement, on a des résultats qui ont été complètement inversés grâce aux traitements qui ont été développés, avec une survie à 5 ans qui est supérieure à 80%. Et dans certaines études, on a même annulé la surmortalité de certaines de ces vascularites associées aux ANCA. Mais de maladies mortelles, elles sont devenues des maladies chroniques avec des rémissions prolongées qui sont très rares. On a quelques données récentes là-dessus qui nous disent que la majorité, même la grande majorité des patients rechutent au cours de leur vie. Et on est de plus en plus confronté
aux conséquences des traitements qu'on utilise, donc la iatrogénie, est en grande partie liée aux corticoïdes. Ce sont probablement parmi les pathologies qu'on rencontre en immunologie clinique qui reçoivent les plus fortes doses de corticoïdes et pour les durées les plus longues. Globalement, la règle générale pour le traitement des vascularites systémiques, quelle qu'elle soit, c'est d'adapter le traitement à la sévérité avec différents scores qui ont été proposés. Et globalement, pour ce qui est des vascularites à ANCA, les formes de bon pronostic, comme les formes purement granulomateuses de granulomatose avec polyangéite ou les polyangéites microscopiques sans signe de gravité, on utilise uniquement des corticoïdes, éventuellement associés à des immunosuppresseurs du type méthotrexate ou azatioprine. Et les formes plus sévères, avec risque d'atteinte d'organes irréversibles ou risque vital, on utilise là aussi des corticoïdes à forte dose, éventuellement des échanges plasmatiques, on en dira un mot très rapidement, et toujours associés à des traitements immunosuppresseurs plus lourds, comme le cyclophosphamide, c'est-à-dire l'endoxan, ou le rituximab. Suite à l'obtention de la rémission chez les patients, on entreprend un traitement d'entretien qui peut utiliser différentes molécules. Parmi tous ces traitements, ce sont probablement les corticoïdes qui génèrent le plus d'effets secondaires. Il y a beaucoup de recherches qui a été faites pour essayer de comprendre à quoi étaient liés les effets secondaires des corticoïdes. Ils sont en partie liés à leur mode d'action, avec différentes conséquences de la prise de prednisone sur les récepteurs aux glucocorticoïdes. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ce tableau résume les conséquences, les effets secondaires principaux de la corticothérapie au long cours dans les domaines cardiovasculaires, mais bien entendu, vous connaissez tous ces effets secondaires, le diabète, l'ostéoporose, les atteintes cutanées et l'immunodépression, les infections. Donc, on a essayé de quantifier le risque lié aux corticoïdes eux-mêmes, ce qui n'est pas toujours très facile à faire. Il faut des cohortes assez importantes et surtout un groupe contrôle qui permet de vraiment quantifier le risque lié aux corticoïdes. Et on voit que pour beaucoup de ces effets secondaires, il y a un surrisque qui est clairement prouvé et qui est lié à la dose de corticoïdes reçue. Plusieurs groupes d'experts se sont rassemblés pour essayer de définir quelle posologie de corticoïdes était acceptable au long cours. La majorité des experts s'accordent à dire que 5 mg ou moins de prednisone au long cours a des bénéfices probables et des risques faibles et que c'est un traitement qui est acceptable. À l'inverse, au-delà de 10 mg par jour d'équivalent prednisone, les bénéfices sont moins importants que les risques et les effets secondaires encourus. Et entre les deux, c'est une zone grise où on essaye d'adapter au mieux par rapport aux caractéristiques individuelles du patient. Et donc, on peut avoir des interventions qui permettent de limiter le risque de ces effets secondaires en les dépistant et en donnant des traitements adaptés. Donc, par exemple, bien entendu, pour les complications cardiovasculaires ou pour l'ostéoporose. Donc maintenant qu'on a dit ça, qu'on sait que c'est des traitements qui sont indispensables au traitement de ces pathologies, mais qui ont beaucoup d'effets secondaires, on va essayer de voir ensemble comment on peut essayer de les éviter au maximum, donc au moins diminuer les doses, mais peut-être même utiliser d'autres traitements qui sont en cours de développement. Donc on va d'abord parler des posologies de corticoïdes qu'on utilise pour soigner ces maladies, notamment le fameux 1 mg par kilo et les durées de traitement qui ont été établies à 12 à 18 mois au cours du temps. Donc, on va prendre d'abord l'exemple de Jayacta. C'est le premier essai clinique positif qui a été publié dans l'artérite à cellules géantes, donc la maladie de Horton. Vous avez très probablement entendu parler de cette étude. C'est l'étude qui a donné l'AMM du tocilizumab pour l'artérite à cellules géantes. Donc, outre le fait de la démonstration de l'efficacité du tocilizumab, cette étude a un autre intérêt, c'est qu'elle a comparé, c'est la première étude randomisée en double aveugle prospective, qui a comparé 2 doses différentes de corticoïdes. Ça n'avait jamais été fait dans quasiment aucune maladie, et en tout cas pas pour nos maladies inflammatoires chroniques, jusqu'alors. Donc là, dans le groupe placebo, donc parmi les patients qui n'ont pas reçu de tocilizumab, ils ont été randomisés entre un schéma de décroissance de la prednisone sur 52 semaines, donc le traitement assez classique de ce qu'on propose pour une artérite à cellules géantes. Mais la moitié d'entre eux ont été randomisés
pour un protocole de décroissance de la corticothérapie bien plus court, puisque l'objectif était d'arrêter la prednisone à 26 semaines, donc au bout de 6 mois. Donc ça, c'est un tableau qui résume à quelle vitesse on diminue la corticothérapie. Donc elle a été débutée à 60 mg par jour dans les deux bras, diminuée progressivement. Et si on prend par exemple à 16 semaines, à 4 mois, on n'est plus qu'à 6 mg dans un groupe contre 10 mg dans l'autre et la décroissance se poursuit par la suite. Et ce qu'on peut observer sur sur ce graphique, c'est qu'en termes d'efficacité, si on se met à 52 semaines, il y a très peu de différence. Donc c'est le taux de patients sans rechute de la maladie de Horton. Donc la courbe orange, c'est le groupe de patients qui n'a reçu que 6 mois de corticoïdes. En bleu, c'est ceux qui ont reçu 1 an. Si on se place au bout d'1 an, il y a très peu de différence en termes de taux de rechute entre les deux bras. Et si on regarde la dose médiane cumulée de prednisone, c'est-à-dire une fois qu'ils ont fait des rechutes, on les remet sous corticoïdes, elle est très proche dans les deux bras. Donc finalement, les protocoles qu'on avait utilisés jusqu'à présent sur 52 semaines ne permettent pas d'apporter un meilleur contrôle de la maladie au bout d'1 an. Et les résultats sont à peu près similaires si on regarde uniquement les patients qui ont été inclus dans Jayakta au moment du diagnostic et pas pour une rechute. Et en termes de tolérance, le taux d'infection notamment semble peut-être plus faible dans le bras avec une décroissance plus rapide de la corticothérapie, puisqu'il y a 4% d'infections sévères dans le bras protocole court versus 12% dans le bras protocole plus long. L'autre expérience où on a, donc la deuxième étude où on a essayé de randomiser les patients entre deux protocoles de corticothérapie, à nouveau de façon randomisée et prospective, c'est dans l'étude PEXIVAS qui a été publiée tout récemment. Donc c'est le plus grand essai qui ait jamais été mené dans le domaine des vascularites associées aux ANCA, qui a inclus plus de 700 patients qui avaient une vascularite sévère et notamment avec des atteintes rénales fréquentes et qui ont été randomisés 2 fois. Une première fois entre des échanges plasmatiques ou pas d'échanges plasmatiques, on en dira juste un mot, et une seconde fois dans chaque bras entre des doses réduites de corticoïdes oraux ou des doses standards. Donc ça, c'est les courbes de doses cumulées de prednisone. Et on voit que dans le bras, donc parmi les patients qui ont été randomisés dans le bras dose réduite de prednisone, ils en reçoivent globalement la moitié. Donc c'est une diminution qui est vraiment importante. Donc les caractéristiques des patients, c'est des patients qui avaient une maladie sévère, avec notamment, vous voyez en termes de fonction rénale, un taux de créatinine médian qui est aux alentours de 300, donc des patients vraiment malades de leur vascularite, qui ont tous reçu un traitement d'attaque par corticoïdes et immunosuppresseurs, donc soit endoxan, soit rituximab, et ensuite qui ont eu une décroissance plus ou moins rapide de la corticothérapie. Et donc, si on regarde sur le critère d'évaluation principal, j'ai gardé des captures d'écran de ce qui avait été présenté en congrès parce que c'est plutôt mieux présenté que dans l'article qui a été publié en New England récemment. Si on regarde au bout d'1 an, il n'y a aucune différence en termes de contrôle de la maladie, donc qui était défini ici comme le risque de mort ou d'insuffisance rénale terminale entre les deux bras de corticoïdes. Donc clairement, de diviser par 2 la dose de cortisone qu'on utilise pour le traitement de ces maladies ne change rien au pronostic. On attend encore des analyses secondaires, notamment sur le taux de rechute, par exemple, mais en tout cas sur un critère dur qui est la mort ou l'atteinte d'une insuffisance rénale terminale, il n'y a aucune différence. Donc c'est probable qu'on donne beaucoup trop de corticoïdes à ces patients avec les protocoles qu'on a l'habitude d'utiliser. Et quelque chose de très intéressant aussi, c'est que dans cette étude, à nouveau, le risque d'infection sévère à 1 an est significativement plus faible dans le groupe de patients qui ont reçu une dose réduite de corticoïdes. Il y a 30% de moins d'infections parmi ce groupe.
Et juste un mot sur l'autre résultat principal de Pexivas. Donc, les patients ont été randomisés entre recevoir des échanges plasmatiques ou pas. Et là, à nouveau, les échanges plasmatiques n'avaient jamais prouvé leur efficacité pour le traitement de ces maladies, mais c'est quelque chose qu'on utilisait de façon empirique pour tous les patients qui avaient des formes sévères, notamment rénales. Et à nouveau, il y a peut-être une petite différence sur les 6 premiers mois, mais passé 1 an, il n'y a plus aucune différence entre les patients qui ont reçu des échanges plasmatiques et ceux qui n'en ont pas reçu. Une deuxième stratégie pour essayer d'éviter les corticoïdes dans le traitement de ces malades autant que possible, c'est de mieux contrôler la maladie. Et donc, il y a différentes stratégies pour éviter les rechutes de la maladie. Donc là, on va juste dire un mot sur la durée du traitement d'entretien dans les vascularités ANCA et tout le challenge de développer des nouveaux traitements qui permettraient de mieux contrôler l'activité inflammatoire de la maladie pour éviter les corticoïdes. Et on va dire un mot du développement du mépolizumab pour le traitement de la granulomatose éosinophilique avec polyangéite. Donc d'abord, pour éviter les rechutes, vous savez tous que depuis 10 ans, le rituximab a prouvé son efficacité pour le traitement des vascularites associées aux ANCA. Donc c'était principalement les résultats de l'étude RAVE qui a prouvé que un seul traitement par rituximab, donc par 4 injections hebdomadaires initialement, était aussi efficace qu'un traitement par endoxan relayé par de l'azatioprine. C'est un traitement qui est aussi efficace pour éviter les rechutes de la maladie. Donc ça, c'est les résultats de l'étude MAINRIT-100 qui a été menée par le groupe français d'études des vascularites et qui a prouvé que le rituximab est plus efficace que l'azatioprine, donc l'Immurel, pour éviter les rechutes de la maladie. Mais dans l'extension au long cours de cette étude, on voit que le taux de rechute augmente petit à petit. Et donc, une des questions qu'on a à l'heure actuelle, c'est comment éviter ces rechutes et est-ce que notamment un traitement plus prolongé permettrait d'éviter des rechutes qui, à chaque fois, nécessitent un traitement par corticoïde. On va passer rapidement sur les résultats de l'étude MENRIT 102, mais on a prouvé que donner un nombre moins important de bolus de rituximab comme traitement d'entretien est aussi efficace. Et on va parler de l'étude MENRIT 103, qui était l'extension à long terme de la précédente. Donc, les patients ont été randomisés après 2 ans de traitement d'entretien par rituximab entre des perfusions de placebo ou des perfusions de rituximab pour 2 ans de plus. Et vous voyez dans ce résultat principal, donc à nouveau c'est un article qui a été publié il y a quelques semaines dans Annals of Internal Medicine, vous voyez qu'on a la preuve de l'efficacité de durée prolongée de traitement d'entretien par rituximab pour éviter les rechutes sévères de la maladie. Les patients qui ont reçu un placebo font plus de rechutes que ceux qui ont reçu du rituximab. Cependant, la différence entre les deux groupes est statistiquement significative, mais cliniquement, on peut probablement en discuter, puisque finalement, même dans le groupe qui a reçu du placebo, plus de 80% des patients restent en rémission 2 ans plus tard. Donc c'est un effet qui est certain, le rituximab permet d'éviter les rechutes, mais en termes de médecine personnalisée, individualisée, quel est le risque qu'on prend en traitant 80% des patients qui finalement n'auraient pas forcément fait de rechute au bout de 2 ans après l'arrêt du rituximab. Passons maintenant à une autre étude qui a été publiée récemment, donc, qui évaluait le mépolizumab. C'est un médicament qu'on ne connaît pas encore très bien en rhumatologie. C'est un anticorps monoclonal anti-IL5 qui a l'AMM dans l'asthme éosinophilique et qui a été évalué dans la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, donc la maladie qui s'appelait syndrome de Churg-Strauss jusqu'à récemment. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails du design de l'étude, mais des patients ayant un diagnostic de syndrome de Churg-Strauss ou donc de granulomatose éosinophilique avec polyangéite, qui étaient corticodépendants pour maintenir un état de rémission, ont été randomisés entre mépolizumab et placebo, et l'efficacité est absolument certaine du mépolizumab, avec 40% des patients qui obtiennent une rémission en ayant baissé leur dose de corticoïdes au cours de l'étude, versus environ 10% parmi le groupe placebo. Donc c'est un médicament qui a prouvé son efficacité pour permettre de maintenir une rémission tout en baissant les corticoïdes, avec cependant visiblement un effet rebond et de nombreuses rechutes à l'arrêt du traitement, et un traitement qui permet d'éviter les rechutes de la maladie également. Donc c'est une étude qui a été publiée il y a quelques temps, et c'est un traitement qu'on peut utiliser pour le traitement
du syndrome de Churg-Strauss, mais qui a comme principal effet de mieux contrôler l'asthme. Vous savez que la GEPA se caractérise par la triade asthme, hyperéosinophilie et polyangéite. Donc la partie vascularite nécessite des traitements immunosuppresseurs. La partie asthme est beaucoup plus difficile à contrôler au long cours et c'est souvent l'asthme chronique qui nécessite d'utiliser des doses de corticoïdes trop importantes pendant trop longtemps. Donc le mépolizumab a clairement une place dans ce traitement. On ne connaît pas encore son efficacité pour le traitement de la vascularite elle-même et il y a un essai français qui devrait débuter prochainement pour cela. Et dernière partie de mon topo, est-ce qu'on peut trouver d'autres traitements qui pourraient remplacer les corticoïdes? Et on va parler du développement des bloqueurs de la voie du C5A, qui est une des grandes avancées potentielles dans le traitement des vascularites aux ANCA de ces dernières années. On ne va pas rentrer dans le détail de la physiopathologie des vascularites associées aux ANCA, mais vous savez que les ANCA reconnaissent des cibles protéiques qui sont des enzymes contenues dans le cytoplasme des polynucléaires neutrophiles, donc principalement la protéinase 3, la PR3 ou la MPO, la myéloperoxydase. Et lorsque ces auto-anticorps se fixent à la surface des polynucléaires qui ont été primés par l'inflammation, ça entraîne une boucle autocrine et qui implique notamment le système du complément, avec libération du C5A, qui est ce qu'on appelle une anaphylatoxine, donc une sorte de cytokine produite sur le site de l'inflammation et qui a un pouvoir attractif majeur sur les polynucléaires neutrophiles. Donc ça fait une boucle d'auto-amplification et dont le C5A a vraiment un rôle majeur au centre de cette boucle. L'idée de bloquer le C5A, ou du moins son récepteur, est assez récente, puisque la première expérience qui a été faite sur des modèles murins de vascularite associés aux ANCA remonte à 2009, où on a prouvé que les souris qui étaient déficientes en récepteur en C5A ne faisaient pas de vascularite. En 2014, à nouveau sur ce modèle murin, on a montré qu'un inhibiteur oral du récepteur au C5A permettait de diminuer très nettement la sévérité du modèle murin de vascularite associée aux ANCA. Et donc les choses sont allées très très vite puisque c'est en 2017 que l'étude CLEAR, une étude de phase 2, a été publiée. Donc un essai randomisé de cette molécule orale qui s'appelle avacopan et qui permet de bloquer la transmission du récepteur au C5A. Donc c'est une étude qui a été réalisée sur une soixantaine de patients avec deux premiers groupes, un bras placebo et prednisone à dose habituelle, donc le traitement standard de ces vascularites associées aux ANCA qui recevaient également du rituximab ou de l'endoxan. Un deuxième groupe qui a reçu de l'avacopan et des doses modérées de prednisone, donc seulement 20 mg initialement au lieu de 60 mg. Et l'étude est allée jusqu'à proposer un troisième bras après une analyse intermédiaire où les patients ne recevaient plus du tout de prednisone pour le traitement d'attaque de leur vascularite sévère, mais recevaient de l'avacopan et un placebo de prednisone. Et les résultats de cette étude CLEAR sont évidents, avec une non-infériorité de l'avacopan, peut-être même une supériorité sur certains marqueurs vis-à-vis de la prednisone. Donc les choses se sont enchaînées très rapidement, puisque à l'EULAR le mois dernier, Peter Merkel a montré les résultats de la grande étude internationale de phase 3 Advocate, qui évaluait de façon randomisée et en double aveugle l'avacopan versus la prednisone. Donc dans un bras, les patients ne recevaient que l'avacopan sans traitement par corticoïde du tout. Donc c'est une étude de beaucoup plus grande envergure avec environ 300 patients, avec plus de 300 patients qui ont été traités, qui ont reçu 6 mois de corticoïdes ou de placebo et 1 an d'avacopan ou de placebo, en plus du traitement immunosuppresseur par rituximab et endoxan. Et les résultats à 6 mois sont que la non-infériorité de l'avacopan est prouvée, donc avec un taux de patients qui sont en rémission à 6 mois de 70% dans le groupe prednisone et de 72% dans le bras avacopan. Et si on regarde à 52 semaines, donc à 1 an, il y a une supériorité de l'avacopan vis-à-vis de la cortisone, avec 55% des patients sous prednisone qui ont maintenu leur rémission jusqu'à 1 an, contre 65,7% dans le bras avacopan. Donc l'avacopan
est plus efficace. L'avacopan donné pendant 1 an est plus efficace que la prednisone donnée pendant 6 mois pour obtenir une rémission prolongée dans les vascularites associées aux ANCA sévères. Quelque chose de vraiment très intéressant et qui n'est possible que depuis le développement de ce score qui s'appelle le Glucocorticoid Toxicity Index, c'est d'essayer de quantifier les effets secondaires des corticoïdes. Jusqu'à présent, on n'avait aucun score composite. On pouvait compter le nombre de patients qui faisaient une fracture, le nombre de patients qui avaient une hypertension, etc. Mais aucun score n'avait été développé jusqu'à ce fameux GTI. Et donc, c'est une des premières études qui utilise le GTI pour quantifier la toxicité des corticoïdes. Et vous pouvez voir sur ces courbes que sans aucun conteste, le traitement par avacopan permet d'éviter un grand nombre d'effets secondaires médiés par les corticoïdes. Donc pour conclure mon topo, les doses de corticoïdes que l'on utilise à l'heure actuelle pour le traitement de la grande majorité de nos maladies inflammatoires chroniques, c'est de la poésie. Il n'y avait jamais eu aucune étude de fait jusqu'à très récemment pour comparer différentes doses et on est en train de se rendre compte qu'on a probablement utilisé des doses beaucoup trop importantes pendant longtemps et on va probablement diminuer les posologies cumulées utilisées, notamment en diminuant la durée des protocoles de corticoïdes. Donc il est possible de diminuer les doses par rapport à ce qu'on avait d'habitude. Il y a des développements alternatifs qui sont en cours de développement. Donc, je vous ai parlé de l'avacopan qui bloque le C5A. Il y a un deuxième médicament de la même famille, un anticorps monoclonal qui est en cours de développement. Et donc, on peut espérer que dans les années qui viennent, on aille vers un monde sans corticoïdes pour le traitement de ces maladies. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup à Divi pour ce topo de grande qualité. Écoutez, vous avez la possibilité donc de poser à Divi Cornec vos questions en utilisant la fonction questions et réponses située en bas de l'écran. Et puis, en attendant que les questions arrivent, moi, j'ai peut-être une question pour toi déjà. Qu'est-ce que tu penses des bolus de Solu-Medrol dans le cadre de la stratégie d'épargne en cortisone? Est-ce que tu penses que ça rapporte quelque chose? Est-ce qu'il faut faire des bolus dans ces maladies? Est-ce que ça ne sert à rien? Alors, c'est comme pour les posologies de prednisone orale et les durées de traitement. À nouveau, c'est de la poésie. Il y a très, très peu de données scientifiques là-dessus. La seule étude qui a été faite, bolus de Solu-Medrol contre placebo dans les maladies qui nous intéressent, c'est une vieille étude qui a été faite sur le Horton avec un petit nombre de patients et qui est très intéressante, qui a été menée par Cornelia Weyand quand elle était encore à la Mayo. Et ça prouve que les doses cumulées de prednisone orale à 1 an sont plus faibles chez les patients qui ont reçu des bolus initialement. Donc, ce n'est pas impossible qu'en frappant très fort au début, on permette d'utiliser des doses cumulées plus faibles de corticoïdes. Mais vraiment, c'est un domaine de recherche qui est presque vierge encore. Dans les vascularites associées aux ANCA, par exemple, on a tous l'habitude d'utiliser des bolus pour des formes sévères. Dans le lupus, pareil pour les formes les plus graves, mais il n'y a aucune preuve scientifique que ce soit efficace. Hormis probablement dans la sclérose en plaques, mais je connais un peu moins bien la littérature dans le domaine. Est-ce qu'on a des questions pour le professeur Divi Cornec? Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant la fonction questions-réponses en bas de l'écran. Dans tous les cas, je lance le petit sondage. Donc, ne quittez pas cette présentation avant d'avoir, s'il vous plaît, répondu au sondage pour nous dire à combien vous avez suivi le professeur Divi Cornec. Bon, écoute, pour le moment, pas de questions qui arrivent. Donc, je pense que c'était effectivement très clair sur ces stratégies d'épargne. Est-ce que tu penses qu'on peut imaginer des corticoïdes modifiés qui auraient, par exemple, plus d'efficacité et moins d'effets secondaires? Pour l'instant, ce qui a été principalement évalué, c'est des corticoïdes modifiés par rapport à leur vitesse de relargage, donc avec un relargage retardé. Donc, c'est des corticoïdes qu'on prendrait le soir et qui seraient absorbés plutôt en fin de nuit, notamment pour améliorer la raideur matinale dans les rhumatismes inflammatoires. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu d'études qui permettent de se dire que ça allait révolutionner le traitement de nos patients. Et des alternatives de corticoïdes de synthèse qui auraient justement un effet qui passerait plus par la transactivation que par un effet pourrait être imaginé, mais je n'ai pas vu pour l'instant de développement réellement intéressant là-dessus. Ok. Alors, on a une question de Marc qui concerne l'épargne cortisonnée dans le Horton et notamment l'utilisation du méthotrexate. Est-ce que tu peux en dire quelques mots?
comment tu vois les choses pour le méthotrexate dans le Horton? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, dans Jayacta, les patients étaient inclus soit dès la première poussée de la maladie, c'est-à-dire au diagnostic, soit au moment d'une rechute, mais n'avaient pas forcément reçu d'autres traitements d'épargne cortisonique. Le seul traitement effectivement qui a été réellement évalué, c'est le méthotrexate. Donc il y a eu 3 essais randomisés méthotrexate contre placebo ou contre pas de méthotrexate dans le Horton. 2 d'entre elles sont négatives, une est positive. Et Alfred Marr a publié une méta-analyse en obtenant les données individuelles de tous les patients qui ont été inclus dans ces essais et a conclu que le méthotrexate a une véritable efficacité pour limiter le risque de rechute. Donc, en règle générale, je passe toujours à l'heure actuelle par la case méthotrexate pour les patients qui sont corticodépendants, sauf éventuellement des patients qui seraient corticodépendants à très forte dose, par exemple, où là, on se dit qu'il y a peu d'espoir que le méthotrexate permette de contrôler les choses. Mais après une première rechute ou une deuxième rechute de maladie de Horton, si elles surviennent à des doses de corticoïdes assez faibles, je passe volontiers par la case méthotrexate avant d'envisager le tocilizumab. Et alors, du coup, comment tu positionnes le tocilizumab? Est-ce qu'il y a des patients chez qui tu utilises du tocilizumab dès la première rechute ou d'emblée? D'emblée, jamais, y compris les patients qui ont une atteinte des gros vaisseaux ou quelle que soit la présentation initiale. Par exemple, on n'a aucune preuve que ça agisse plus facilement chez quelqu'un qui aurait fait une complication thrombotique, une perte de vision, par exemple. En cas de première rechute, je pense qu'un des arguments, c'est la dose de corticoïdes à laquelle elle survient. Quelqu'un qui est vraiment corticodépendant à très forte dose, j'aurais plus tendance à lui proposer du tocilizumab d'emblée sans passer par le méthotrexate. Et si je te titille sur la très forte dose, tu dirais que, d'un point de vue purement pragmatique, comme ça, qu'est-ce que c'est ton cut-off? Je pense qu'il n'y a pas de cut-off, que ça dépend pas mal par rapport à la durée d'évolution de la maladie, mais au-dessus de 15 mg, par exemple, de prednisone, je pense qu'on est tous d'accord pour appeler ça une forte dose de corticoïdes et une rechute à une dose qui est pas, qu'on ne peut pas garder au long cours, en tout cas. Alors ensuite, on a une question de Géraldine qui nous dit, est-ce que dans ta pratique, tu fais déjà des décroissances, disons, rapides, schéma américain des corticoïdes, par exemple, sur 26 semaines? Ou est-ce que tu restes sur les schémas traditionnels français avec une décroissance plus longue? Jusqu'à présent, j'utilise plutôt une décroissance plus longue du fait des limites de Jayacta. Alors, la très grande force de Jayacta, c'est que c'est un essai contre placebo, c'est-à-dire que personne au cours de l'étude ne connaissait la dose de corticoïdes qui était utilisée chez les patients. D'ailleurs, c'était vraiment, vraiment compliqué. Les patients devaient prendre beaucoup de comprimés de placebo ou de prednisone. C'est une étude qui était très lourde, mais qui ne s'applique pas exactement à notre pratique quotidienne. Donc, pour l'instant, je continue à utiliser des schémas de décroissance qui vont jusqu'à 1 an à peu près. J'essaye d'avoir arrêté avant 1 an, mais je diminue plutôt plus vite que ce que je faisais avant au début, pour éviter de garder trop longtemps des fortes doses. Okay. On a une question de Renaud, c'est un peu une stratégie trade-off. Il te demande, est-ce que globalement le message, c'est qu'il vaut mieux traiter avec moins de corticoïdes l'ensemble des malades, quitte à risquer quelques rechutes, plutôt que d'utiliser les doses actuelles chez tout le monde, avec, j'imagine, plus d'effets secondaires. Comment tu vois les choses? Est-ce que, du coup, on prend ce risque de rechute accrue en utilisant des doses plus faibles? Alors, dans Jayacta, si on regarde les données qu'on a, les données scientifiques, dans Jayacta, le taux de rechute à 1 an était le même dans le bras long et dans le bras court. Donc, a priori, dans le Horton, ça ne permet pas d'éviter des rechutes. Les patients vont quand même rechuter, même si on les a gardés jusqu'à 1 an sous corticoïdes. Dans les vascularites associées aux ANCA, on n'a pas encore les analyses fines de Pexivas, et notamment par rapport au risque de rechute. Mais de ce que j'en ai entendu, il n'y a pas l'air d'avoir de grosses différences non plus. Donc, le sentiment qu'on a que les corticoïdes permettent d'éviter les rechutes, pour l'instant, il n'est pas basé sur des preuves scientifiques. Cependant, il y a 2 essais en cours dans le monde dans le domaine des vascularites associées aux ANCA sur l'intérêt justement de garder une petite dose de prednisone au long cours. Il y a un essai aux États-Unis où les patients qui sont en rémission prolongée sous 5 mg, on les randomise entre arrêter ou poursuivre, un peu comme ce qui a été fait dans le lupus en France récemment. Et il y a surtout en France l'étude Main-Epsan, qui est pilotée par le professeur Lega de Lyon, qui est une étude vraiment bien faite pour évaluer si garder 5 mg de prednisone pendant la 2e année de traitement associé aux ANCA permet d'éviter des rechutes. Et donc, c'est une question qui est vraiment
posée, c'est une question pragmatique, mais qui est répondue de façon très rigoureuse, puisque c'est contre placebo. Et c'est en plus du traitement immunosuppresseur habituel. Donc les patients reçoivent une prévention des rechutes par rituximab. Et donc à l'heure actuelle, on ne peut pas dire si la prénisone a un effet supplémentaire au rituximab. Donc on aura la réponse probablement d'ici 3 ou 4 ans. Très bien. Écoute, il me reste à te remercier pour cette présentation extrêmement intéressante et je pense importante pour les rhumatologues sur les stratégies d'épargne cortisonique au cours des vascularites à ANCA. Donc, merci de ta présentation. Je vous souhaite un excellent mercredi. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier mercredi du coffre de l'été avant la trêve des vacances. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci Laurent, au revoir.